Le président du Sénat de me donner la parole. Je souhaite la bienvenue et présente mes compliments les plus déférents à Madame le ministre. Et je salue ses collaborateurs. Mais permettez-moi, Madame le ministre, de m'adresser d'abord à votre collègue des relations extérieures. Monsieur le ministre, vous savez toute l'admiration que je porte pour le travail que fait votre département ministériel en matière de transport de l'ensemble des engagements internationaux de notre pays dans le pipe que vous managez afin qu'en sorte le plus rapidement possible des projets de loi visant à les faire ratifier. Le volume de textes qui transitent par votre département ministériel est important et peut certainement expliquer que certains engagements internationaux ne parviennent pas sur la table des parlements aussitôt que nous l'aurions souhaité. Je constate néanmoins que cette convention de Budapest, qui a été adoptée il y a plus de 20 ans, est entrée en vigueur 3 années plus tard, en 2004, mais qu'au niveau national, nous avons adopté notre loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité en 2010, et que ce n'est que maintenant que cette convention du Budapest nous est proposée afin que notre pays y adhère. Vous savez, Monsieur le ministre, généralement, lorsque un texte soumis à ratification nous est présenté, je ne fais pas beaucoup d'observations sur les délais, parce que lorsque nous ratifions un engagement international, c'est que nous sommes encore dans le volume des États qui le ratifient avant son entrée en vigueur. Mais la technique de l'adhésion tend à indiquer que l'État en question rentre dans le pipe une fois que l'engagement international est déjà entré en vigueur pour d'autres États. En l'espèce, nous accusons plus d'une quinzaine d'années de retard pour nous arriver aux États qui ont ratifié cette convention avant son entrée en vigueur. Vu l'importance manifeste de ce texte, on peut s'interroger sur tout le temps écoulé avant qu'il ne nous soit présenté. Madame le ministre, j'ai déjà indiqué il y a un instant l'importance de ce texte, compte tenu de la dimension de la cybercriminalité au niveau mondial, abondamment démontrée dans le rapport de la Commission. Permettez-moi néanmoins d'indiquer en marge de cette question qui n'appellerait pas a priori, pour ma part, d'interrogation particulière, de signaler que le rapport indique que vous auriez fait part à la Commission au rang des institutions chargées de lutter contre la cybercriminalité dans notre pays, le ministère de la Justice, en indiquant en particulier que ce département ministériel est chargé de la poursuite et du jugement des auteurs des infractions. Je voudrais mettre cette partie du rapport au rang des coquilles, puisque le ministère de la Justice n'a pas la charge du jugement des infractions. Au nom du principe de la séparation du pouvoir,
qui confie cette responsabilité au pouvoir judiciaire indépendant du ministère de la Justice appartenant au pouvoir exécutif. Une question de fond, Madame le ministre, qui transparaît tout au long à la fois de la Convention de Budapest et de vos explications dans le rapport de la Commission, c'est cette future loi attendue depuis de nombreuses années sur la protection des données à caractère personnel. Ceux d'entre nous qui avons pu assister à certaines réunions internationales sur la question sommes toujours un peu gênés de constater que notre pays n'a pas encore adopté une loi sur la protection des données à caractère personnel. Je ne peux que me réjouir que vous ayez indiqué que ce domaine est en chantier. Vous pourrez connaître bientôt un dénouement heureux. Vous avez remarqué, comme moi, Madame le ministre, que ces derniers mois, la qualité des réseaux des opérateurs de téléphonie mobile est extrêmement médiocre. Je ne sais pas ce que le régulateur fait à ce sujet pour que ce que nous payons, pour qu'ils s'enrichissent, puisse nous être retourné avec un minimum de qualité du réseau. Il y a quelques mois, vous nous avez rassuré ici que quand elle recevait sa licence de téléphonie mobile, je ne sais pas si cette licence est octroyée et quel est aujourd'hui le niveau d'implémentation de Cantel comme opérateur de référence dans la téléphonie mobile. Nous savons que le développement technologique comprend ses revers. Chacun d'entre nous a un smartphone. Chacun de nos enfants, même à partir de 7-8 ans, à défaut d'en avoir un, utilise celui d'un parent. Et les juniors, les enfants un peu plus grands, au-delà de 12-13 ans, ont leur propre smartphone et restent parfois sur leur téléphone jusqu'à 2h, 3h du matin, se pénalisant ainsi pour ce qu'ils devraient faire en priorité pour suivre leurs études. Ceci se répercute naturellement sur la qualité de l'éducation de nos enfants, sur la qualité de l'écriture, de la langue, et sur le résultat scolaire. Est-ce qu'il y a une réflexion globale transversale entre votre département ministériel et le département de l'éducation pour faire en sorte que nos enfants, au-delà de la responsabilité parentale, puissent avoir une éducation plus conforme aux standards et qui se détache un peu plus de ces outils de télécommunication. Pourriez-vous, en liaison avec votre collègue des finances, demander aux établissements bancaires d'afficher des informations auprès de leurs distributeurs de billets afin d'informer les utilisateurs de ces distributeurs sur le minimum de gestes à accomplir pour éviter de laisser l'empreinte de leur carte bancaire avant ou après l'utilisation de celle-ci. Enfin, Madame le ministre, circulent encore dans notre pays des milliers et des milliers de numéros de cartes SIM qui ne sont pas enregistrés auprès des opérateurs et qui permettent ainsi aux cybercriminels de
de continuer de menacer les populations sans pouvoir être identifiées réellement. Voilà, Madame la Ministre, quelques-unes des observations que me suggère cet important projet de loi qui vient compléter l'arsenal existant dont vous avez promis la modernisation et qui pourrait compléter, je voudrais insister encore dessus, parler de... Président, de nous passer la parole. Et merci à Madame la Ministre pour tous les efforts que vous faites pour éduquer sur la manière de se comporter face aux cybercriminalités. Parce que chaque fois, nous recevons des messages dans nos téléphones que vous envoyez pour nous mettre en garde face à la cybercriminalité. Mais quand cela ne tienne, il y a toujours des mesures de contournement que ces détracteurs sont toujours en train de développer. Bon, Madame la Ministre, quand vous trouvez une solution à la technique de la cybercriminalité mise en place par ces détracteurs aujourd'hui, demain, ils développent encore une autre stratégie. Comment comptez-vous faire pour éradiquer ce phénomène? Car l'informatique a gagné le monde et tous les moyens les plus rapides est le moyen le plus rapide et efficace pour communiquer et c'est le moyen le plus rapide pour communiquer. Parce que même étant en prison, ces détracteurs continuent d'arnaquer les nobles citoyens. Donc nous voulons savoir quelle sera la procédure, quel moyen vous pourriez encore mettre en place pour capturer ces détracteurs. Moi qui vous parle là, ma carte a été piratée, ma carte bancaire a été piratée depuis le Mali. Je ne sais pas comment cela s'est passé. C'est par les moyens les techniques de technologie. Donc, quelle est la procédure pour rentrer en possession de main due quand ces éléments sont hors du pays? Et les téléphonies mobiles aujourd'hui, nous voyons comment les prix des échanges grimpent, des transferts d'argent et tout. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour essayer de protéger les citoyens qui gardent leur argent dans les Orange, les mobile money et autres? Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas, tout le monde crie que les prix ont grimpé, on ne peut plus faire des transactions à travers les téléphonie mobiles. Or, ça a été une façon de faciliter aussi les échanges entre l'arrière-pays et les parents qui sont en ville. Donc, nous voulons savoir ce qui va se passer après qu'ils aient augmenté les prix de ces transactions. Donc, Madame le ministre, nous souffrons, la population souffre. On vous a pris d'une un peu ce qui va se passer les jours à venir. On vous remercie. Thank you, Mr. President, for giving me this opportunity to express my worries to the Minister of Posts and Telecommunications. And welcome, Madam Minister, your entourage. Madam Minister, there is a disturbing factor within our national space which needs to be visited by your ministry. While I applaud all your efforts together with your collaborators and the government to put in place all necessary gadgets to fight cyber criminality, I wish to find out from you how we can jointly bring to an abrupt end what we are experiencing on the field. Because the theory which you present here is part of the solution, but the practicality is far from getting to its realization.
Local suppliers, MTN, Orange, Nextel, and Camtel, do supply us with our networking system in this country. Some time ago, every Cameroonian who owned a SIM card was asked to come identify themselves with that SIM card using your national identity card and a picture. That gave your information to these network systems. And we expected that there would have been some degree of confidentiality between you, who has given this your private information, with these networks. But that is not what it is. Because the secrecy is always breached. How do you explain the fact that somebody can call you, the protagonist, for example, these Amazonian fighters that we have, will call you from an angle with your SIM card number or with your picture that highlights and has details of your information that you know very well that you gave only to your subscriber. You see, there are some leakages, or there is a dual arrangement between criminals and some of these mobile network systems. Because it is not normal that you are sitting on a desk, you have information of an individual, and that same information is coming from a third person. So, madam, I wish that you are actually probe into this issue so that some people will be safe. You have your mobile money account, you have a secret code. Somebody dares into your account. It means that the MTN or Orange network system person sitting on the dashboard has leaked their number out. I'm accusing them because it has happened to me. You transfer money into your account, you go there, the money is not there. How did the person know your secret code? It is only coming from the office where the business is taking place. So if the mobile money transfer or the mobile telephone networks in this country, they get our information to instead expose us to crimes, then, Madam Minister, a branch of your ministry should be set up to get into the issue and let us understand why it happens this way. Secondly, I have a case on time since on the 21st of November 2021, where somebody's picture and all his details was used to do publicity for a job opportunity. And the person was surprised that people started calling his phone to say, have you advertised a job of close to 20,000 Cameroonians? He said no. The information was forwarded to him. He reported to MTN. MTN said go to the police. He went to the police. This is 1 year. No payment has been made. So I really have a difficulty in being able to make a difference between this mobile telephone network system, the security that exists, your ministry, and the common man. Because we are exposed. I say this without any fear of favor. Our information is leaked from the inside of these companies. There is no magic. How can you take my information when I did not give you, but I know that I gave the other person? If it is not coming from me, it's coming from the other person. And if MTN tells you, I don't know what to do, go to the police. Is it the police that will know what to do? Did you give your identity card to the police? Did you give your picture to the police? The police will use its own methodology. And if you cannot solve the problem, you now are victimized, and that is how cyber criminality keeps going on and on. So if these foreign companies, MTN, where I do my business with, they should be called to order. Because you see, disorder is gradually creeping. Maybe disorder solves many problems in this country. Someday there will be an upsurge that people cannot take this anymore. You cannot have your secrecy. You just see your information in the network. You call MTN, MTN says, go to the police. You go to the police will take my time. So, Madam Minister, while I urge you to find out with MTN, I call MTN because that's my own mobile network, find out about the people on the dashboards, call them to order because they are leaking our information and it is not safe for us. Thank you.
Merci, Monsieur le Président du Sénat, de me passer la parole. Merci de me donner la possibilité de m'adresser à Madame la ministre de Postes et Télécommunications. Madame la ministre, au cours des discussions en commission, mes collègues vous ont interpellé sur un sujet qui me tient à cœur. Ils ont dit, et je cite, nous ont demandé quelles dispositions prendriez-vous s'agissant de la sanction des officiers de police judiciaire et de tous les enquêteurs qui seront coupables de complicité dans l'accomplissement d'un cybercrime. Sauf erreur de ma part, j'ai eu l'impression que vous n'avez pas réagi à la préoccupation. Je voudrais vous dire que c'est un problème très sérieux qui vous a été posé. Je n'entrerai pas en détail, mais retenez que c'est un problème sérieux. Alors, qu'est-ce que vous proposeriez pour combattre ces attitudes négatives de nos officiers de police? Ma deuxième intervention, c'est juste par l'univers. C'est pour ma gouverne. J'aimerais savoir comment est-ce que les services facturés aux clients sont arrêtés par les opérateurs téléphoniques les plus importants que nous avons, Orange et MTN. Je voudrais savoir si l'ART n'intervient pas. Parce que j'ai vu dernièrement des usagers qui se plaignaient qu'une prestation est passée de 3 000 à 5 000. Je voudrais donc savoir, est-ce que l'ART ne jouerait pas un rôle? Et si ce rôle est joué, pourquoi est-ce que la communication n'est pas assez importante en direction des usagers? Je vous remercie. Monsieur le Président du Sénat, je voudrais vous remercier de me donner l'opportunité de contribuer à l'examen de ce texte éminemment important. Je voudrais dire aussi que mon appréciation dans le gouvernement, Madame le ministre des Postes et Télécommunications, Monsieur le ministre des Relations extérieures, je voudrais également me féliciter de ce que cet important texte nous soit soumis. Monsieur le Président, j'ai 3 petites questions, je vais y aller rapidement. Le contenu de la première question a partiellement été épuisé par mon collègue Gaïa, mais j'y reviens rapidement simplement pour mettre une relative emphase sur ce problème, à savoir voici une convention signée donc effectivement en 2001, novembre, mise en application en juillet 2004, le Cameroun qui prend une loi en 2010 sur la cybercriminalité, c'est-à-dire après, évidemment, la mise en application de cette loi, la proposition d'application intervient maintenant. Alors, ma première question, sans revenir sur le ministre des Relations extérieures, là, questionnement de Gaïa, c'est de dire quel est le décalage que, Madame le ministre, l'on peut observer, vous avez identifié, entre notre loi de 2010 et la Convention. Quel décalage y a-t-il, puisque notre loi est publiée après la Convention, même si la ratification n'était pas encore intervenue?
Ma deuxième question porte sur la formation de spécialistes en cybercriminalité. Monsieur le Président du Sénat, chers collègues, il s'agit d'une question d'importance. La micro-informatique, Internet, sont vieux de 40 ans à peu près, début des années 80, de la micro-informatique. Et la question fondamentale dès lors, ce moment-là, c'était informatique et sécurité. C'est-à-dire que lorsque on a commencé, notamment avec la micro-informatique, qui a donné les moyens de calcul plus faciles et discrétisés, eh bien, la question qui est venue à l'esprit des spécialistes du domaine, mais aussi des politiques, c'était la question de sécurité. La sécurité va de pair avec l'informatique. Alors, ma question est simple. Nous sommes au Cameroun véritablement à l'ère du numérique. Quelles sont les discussions que le gouvernement a prises pour former des spécialistes en cybercriminalité? Tant que nous n'aurons pas embrassé cette question prioritaire, en réalité, on va naviguer comme des gens qui tombent à l'eau et qui ne savent pas nager. Parce qu'au fond, la cybercriminalité, au jour d'aujourd'hui, c'est véritablement une spécialité. Nous savons, par exemple, aux États-Unis, que lorsqu'on identifie un jeune qui fait du piratage informatique, d'une certaine manière, qui est doué, au lieu de le réprimander fortement, on va le récupérer et on va le former pour que ce génie soit orienté dans la bonne direction. N'est-ce pas, nos collègues pendant la commission ont parlé de la formation des langues. Je suis persuadé que c'est une bonne question, c'est une bonne chose. Mais ça demande davantage de technicité, ça demande davantage de formation. Informatique et sécurité, c'est une question politique. Car à la réalité, on peut mettre un genou, on l'a vu récemment, où les chefs d'État sont purement et simplement mis sur l'écoute. Parce qu'il y a des hackers suffisamment puissants pour le faire. Qu'est-ce qui nous protège? Nous parlons de l'antique, madame le ministre. L'ART, c'est bien. Mais y a-t-il une masse critique de spécialistes en cybercriminalité à l'antique? Et la question de Madame le sénateur est pertinente. Comment peut-on remettre à la police des gens qui sont coupables de cybercriminalité si nous n'avons pas les moyens de les identifier et de les attaquer? Donc, Madame le ministre, je m'adresse au gouvernement tout entier, votre collègue de l'éducation, l'enseignement supérieur, semble-t-il, pourrait, avec vous, essayer de voir ces questions qui me semblent une question vraiment d'importance et prioritaire pour la formation de l'institut de spécialistes dans ce domaine. Identification et cybercriminalité, on l'a dit, sont intimement liés. Vous avez parlé, Madame le ministre, de l'élaboration en cours de la protection des données personnelles. Car à la vérité, question qui vient à l'esprit, c'est bien de lutter contre la cybercriminalité, mais si en luttant contre la cybercriminalité, on a des spécialistes qui, en allant, parce que les données sont de plus en plus croisées, on s'en va maintenant visiter vos données personnelles en matière de votre santé. Donc, il semble-t-il qu'il y a là une deuxième priorité, précisément, de regarder, n'est-ce pas, ce code qui va embrasser la question de la protection des données personnelles. Enfin, Monsieur le Président, je vais être très court. S'agissant maintenant de nos opérateurs de téléphonie mobile, nous avons voté dans ce Parlement, lors de la loi des finances dernières, si vous voulez, une taxe additionnelle. Vous savez, nous sommes tous avec nos populations, nous savons que c'est normal, les explications nous ont été données, mais les gens avalent mal cette pilule, bien qu'ils la
téléphonie mobile est devenue plus mauvaise. On l'a dit tout à l'heure, mais j'insiste, monsieur. Il y a quelques années, dans une autre vie, un collègue canadien venait dans mon bureau et avait dit je vois, j'étais inspecteur général quelque part, je suis inspecteur général, je vois beaucoup jouer le doigt là, vous en êtes à faire presque des incantations. Parce qu'effectivement, j'appelais, ça ne passe pas. La situation s'est largement améliorée. Madame le ministre, bénéfice de toute l'action de notre gouvernement. Mais ensuite, elle s'est dégradée. Que s'est-il passé? Que font les institutions de régulation? L'institution de régulation, nous n'avons pas connaissance des données chiffrées, mais ces opérateurs mobiles engrangent des bénéfices énormes. La contrepartie la plus petite, c'est que le service soit de qualité. Aujourd'hui, pour faire l'expérience devant ce micro, je vous ferai l'économie de ça, monsieur le Président, eh bien, nous serions tout à fait témoins de ce qu'on doit faire une incantation pour joindre son correspondant, que ce soit par Orange ou MTN. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir permis de contribuer à ce débat pour ce texte extrêmement important. Merci. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Et je remercie tous les sénateurs qui ont pris la parole pour proposer la prochaine échange. Je voudrais commencer par l'interrogation du sénateur Ngaya. Tout à l'heure, le ministre des Relations extérieures va apporter plus de précisions sur les délais. Mais je voudrais quand même qu'on voit que l'évolution du numérique varie en fonction de chaque pays. Vous vous souvenez qu'en 2020, nous avons célébré les 20 ans du mobile au Cameroun. Pour d'autres pays, ça a été plus long. Et sur ces 20 années, ce n'est qu'en 2015 que les deux principaux ont eu les autorisations pour offrir des services de 3e et de 4e génération. Et cela est très important. Et au niveau de notre pays, c'est parce qu'on connaît une accélération de la digitalisation du Cameroun et où on fait face à la montée en puissance de la cybercriminalité, il était important et opportun pour nous de solliciter la ratification de cette convention. Oui, vous vous préoccupez de... Je vais parler de... Avant cela, je voulais vous confirmer que pour le rapport, pensez bien que c'est au niveau de la synthèse. Quand j'ai cité le ministère de la Justice dans mon exposé, c'était pour décrire les institutions qui interviennent dans la cybercriminalité, chacun avec son rôle. Ce n'est pas eux qui vont poursuivre, mais c'est auprès d'eux qu'on apporte les réquisitions pour qu'on puisse maintenant connaître de l'infraction et de pouvoir prononcer le jugement. Pour ce qui est de la protection des données à caractère personnel, je voudrais rentrer un peu en arrière pour qu'on remette les enjeux du numérique. Quand nous étions en 2G, c'était que le téléphone.
passer à la 3e et à la 4e génération, des activités nouvelles sont arrivées. C'est les problèmes de la convergence que je m'appelle souvent dans mes explications. Avec la convergence, nous ne connaissons même pas encore toutes les autres activités qui seront nées du fait que nous utilisons les technologies de 4e génération. Alors, pour un pays, la sécurité ou la protection, elle est à 3 niveaux. Il y a la sécurité physique, avoir un bâtiment bien construit, là où il y a son système informatique, on y entre avec peut-être l'empreinte, on ne reçoit pas des visiteurs, des normes de construction. Ça, c'est la sécurité physique. Il y a la sécurité logique. Tous ces antivirus, logiciels qu'on met pour protéger. Il y a l'interrelation qu'il faut encadrer. Et là, je regroupe tout ça avec l'intervention de l'homme. Quel que soit le cas, volontairement ou involontairement, l'homme se retrouve régulièrement celui qui est le maillon faible qui ouvre la porte aux cybercriminels. Dans notre pays, je voulais encore rappeler quelque chose. Vous voyez, avec le numérique, c'est une activité qui n'attend pas d'autorisation. Les Camerounais n'ont pas attendu que le Parlement valide pour qu'ils aient accès à toutes les plateformes qui sont même pas libérées. On découvre ce que les populations font. Voilà pourquoi le numérique est particulier. C'est un peu comme si on attrape toujours les gens quand ils ont commencé quelque chose. C'est difficile, voire même impossible de planifier. Voilà pourquoi certains pays, pour ce qui concerne le numérique, sont toujours en train de faire des phases expérimentales. On s'entend, on définit les termes, on applique, et maintenant on fait la loi en fonction des faiblesses qu'on aura vues dans le fonctionnement. C'est comme ça que les autres évoluent. Pour le cas du Cameroun, souvenons-nous que c'est... Quand c'était le téléphone, il n'y a pas de problème. On a juste son nom, sa carte d'identité. Mais avec la convergence où il y a les données, les informations, ça supplie tout le monde. Et le temps donc de construire les plateformes, les infrastructures, il y a d'abord eu un travail qu'on a fait, le plan stratégique pour élaborer les normes que les uns et les autres doivent suivre. Mais il se trouve que quand vous êtes face à la technologie, vous vous dites, j'essaie d'abord comme ceci, et puis après cela finit par vous rattraper. On aurait pu arrêter que le numérique ne se développe pas au Cameroun en attendant qu'on ait mis toutes les structures qui permettent de protéger les données et autres. Mais les autres pays que nous voyons là, eux, ils n'ont pas ces lois, ce sénateur. Tout le monde n'a pas, c'est compliqué. Pour pouvoir mettre en place une protection des données à caractère personnel, protection des données personnelles, c'est difficile. Pourquoi? Parce que les offres que nous recevons sont faites par les GAFAM là. Google, Facebook vient, ils vous proposent, c'est hébergé chez eux. On devrait dire aux Camerounais, n'entrez pas dans Google, puisque les données qui sont stockées ne nous appartiennent pas. Nous sommes partis utiliser un service, alors que nous n'avons pas organisé ce service-là. Il nous échappe totalement. Donc, le projet de loi, nous avons commencé à voir que nous produisons des données qui intéressent ces hébergeurs, ces GAFAM. Tant qu'on ne les intéresse pas, ils s'en foutent de nous. Maintenant que nous en produisons, parce que nous avons beaucoup de services digitaux, maintenant nous voulons négocier avec eux. Et si on mettait, si ce projet de loi passait avant celui-ci, les GAFAM, ils sont chez eux, on n'a aucun élément qui nous lie pour que nous puissions dire les données produites
être hébergés au Cameroun. Vous avez vu pendant la période de Covid, sous pression, c'est des applications qu'on nous a menées pour rattraper ceci, pour rattraper, mais c'est bien pour, on les héberge où? C'est la question qu'on doit toujours poser, on les héberge où? Et très peu d'applications, très peu de produits sont hébergés en Afrique et encore moins au Cameroun. Donc vous comprenez que derrière une loi de protection de données à caractère personnel, il nous faudrait déjà avoir eu là où on les stocke pour qu'on établisse les règles. Mais nous sommes en train de travailler, donc il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard par rapport à cela. C'est la même chose pour les données, pour la protection des enfants en ligne. On a déjà préparé le projet de loi. Certainement qu'il va vous paraître bientôt, vous présenter bientôt. Mais ce que je voudrais dire, on peut avoir la loi, mais si on n'applique pas, on est exposé aux mêmes choses. Et pour que notre loi soit contraignante vis-à-vis d'un cybercriminel qui est logé dans un autre pays, il faudrait qu'on ait tissé une relation avec ce pays-là. Voilà pourquoi je voudrais dire que tous ces projets de loi protection relèvent de la souveraineté numérique d'un pays. Et le chef de l'État nous a instruit de veiller particulièrement à la souveraineté numérique du Cameroun. Et la souveraineté numérique passe par, déjà au niveau des infrastructures, s'assurer que vous contrôlez vos infrastructures. Voilà pourquoi nous avons ces points d'atterrissement, ces fibres optiques posées chez nous, ces points d'échange d'Internet. Toutes ces infrastructures sont mises en place petit à petit pour que nous ramenions au Cameroun ce que nous produisons. Parce qu'à l'ère du numérique, ceux qui dirigent le monde, c'est ceux qui ont l'information, la data. La data aujourd'hui est quelque chose que chacun doit pouvoir maîtriser et garder dans son pays. Une fois donc cela est dit, il n'y a pas de retard. Nous sommes conscients et on est en train de travailler pour toucher cet autre pan de la production du numérique dans notre pays. Oui, vous faites la qualité des réseaux qui est médiocre, que fait le régulateur. Vous avez raison, ce que fait le régulateur, nous le rappelons régulièrement parce que chaque opérateur a un cahier de charge. Le rôle du régulateur, c'est de vérifier que l'opérateur respecte le cahier de charge. Quand la qualité s'est beaucoup détériorée, le chef de l'État a instruit l'audit des réseaux de communication au Cameroun. Nous avons exécuté cet audit. Et cet audit a fait ressortir les faiblesses, les manquements, ayant montré comment les corriger. Et ça a été remis au régulateur qui est en train d'accompagner les opérateurs parce que pendant qu'on ne se plaignait pas, ils ont sacré du volume. Et il faut investir pour rattraper ce qu'il y a. Le régulateur s'en occupe. Mais je voulais dire que souvent la qualité de service, elle est due à plusieurs choses. Pas toujours à celles qu'on croit peut-être qu'ils ont négligé. Mais je suis d'accord avec vous que le rythme du régulateur est un peu lent et ils sont en train de s'utiliser et on leur fait la pression suffisante parce qu'il faut donner une bonne qualité de service aux utilisateurs de notre pays. Oui, Cantel a effectivement reçu 4 licences concessions le 4 mars 2020, une concession de transport, une concession de mobile et une concession de fixe. Chacune de ces concessions avait un cahier de charge. Et il y avait une exigence faite à Cantel, c'est la transformation organisationnelle de Cantel. Parce qu'un même opérateur se retrouve avec 3 concessions, parce que nous voulons maintenir notre souveraineté. Et l'exigence était que Cantel se transforme en 3 business units rattachés à la maison mère. Au bout de 2 ou 3 ans, ça devient
des entités indépendantes. C'est comme ça que les holdings se créent dans le monde. Comme c'est une révolution, comme c'est une réforme, elle a d'abord fait face à une résistance interne, et maintenant qu'ils ont fini par comprendre, il y a un problème de financement. Donc elle est en cours, les business units ont été créés, mais maintenant, on n'essaye pas. Il faudrait que Campbell Mobile soit concurrent à Orange ou à MTN. On ne peut pas, avec une licence, avec cahier de charges, fonctionner comme on faisait avant. Il faut les mêmes règles, le même standard. Cela a pris un peu de temps, mais c'est en train de se mettre en œuvre à ce moment. Quand elles cherchent à réduire le financement, ils se sont attachés les services des experts existants au Cameroun en la matière. On a perdu un peu de temps, mais on maintient ce cap-là parce qu'on a besoin d'un opérateur historique qui est performant. Parce que s'il n'est pas performant, c'est la privatisation qui menace. Et la privatisation, c'est la perte de notre souveraineté. Et je crois que quand elle est consciente, il est en train de travailler dans ce sens. Là, je viens de développer, il y a une question semblable, mais il n'y a rien qui peut être fait. Jeunes sénateurs, ce qui se passe, ce n'est pas pour effrayer les uns et les autres. Le monde, avec la mondialisation, s'est ouvert à un torrent. Ce n'est pas au Cameroun qu'on a décidé d'embrasser le numérique. On a vu c'est le chemin par lequel, oui, multiplicateur de la croissance, création d'emplois, c'est là que ça passe. C'est la révolution pour laquelle les Africains ne veulent pas rester en arrière. Mais le numérique vient bousculer tout ce que nous faisons, notre façon d'être. L'homme est la victime. C'est un SOS. Et je crois que vous-même regardez comment est-ce que ces derniers temps, le chef de l'État ne manque pas de le rappeler dans un de ses discours. Nous sommes en danger vis-à-vis du numérique. Et ce n'est pas une affaire du mille-postel, monsieur le sénateur. Je ne peux pas, pas moi ou quelqu'un d'autre, le mille-postel ne pourra pas. C'est une affaire de tous. Soyons conscients de ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire à un enfant pendant qu'il dort? Il y a des parents qui disent que pendant qu'il dort, les enfants se lèvent, ils s'en vont. Qu'est-ce qu'on va faire? Et vous savez qu'aujourd'hui, Internet est déjà un bien de première nécessité. Vous allez